Bien, donc, bonjour à toutes et à tous, chères enseignantes, chers enseignants stagiaires, chers chercheurs en didactique, bienvenue encore une fois. Je vous rappelle qu'on est dans la 6e session qui est intitulée « La situation problème à dimension rationnelle » ou encore « Situation problème rationnelle ». Donc, je vais faire un tout petit rappel pour vous mettre au parfum de cette vidéo. Alors, on a parlé… on a évoqué les caractéristiques de notre situation d'apprentissage. Dans la première partie qui est énoncée sous forme d'assertion, plus particulièrement sous forme d'implication, qui reprennent les automatismes ou les conceptions erronées sur le thème des suites numériques et qui nécessitent des justifications ou la construction des contre-exemples, ce qu'on a travaillé en utilisant quelques variables didactiques qui nous a permis de construire des contre-exemples. Et pour la deuxième partie, elle est composée de phrases destinées à travailler la compréhension du discours, du thème des suites. Donc, ici, l'intervention du langagier, c'est-à-dire de l'enseignant, et aussi de ses pratiques langagières. Dans cette troisième partie de notre dispositif, on va présenter quelques propositions qui proviennent des textes officiels et qui donnent lieu à une habitude scolaire. Alors, je vais énoncer la troisième partie. Il s'agit bien de ce que j'ai appelé des résultats, quelques résultats souvent admis au secondaire. Donc, je vais partager avec vous l'énoncé. Voilà, donc, il s'agit de 9, plutôt de 4 résultats. Voilà. Alors, je vais vous lire ces résultats. Le premier, si une suite converge vers un réel L, et si elle est définie par une relation de récurrence du type U1 plus 1 égale G de U1, où G est une fonction définie sur un intervalle I, alors, et continuons L, alors L vérifie l'égalité G de L égale R. Donc, je vais me contenter seulement de lire le résultat et puis on va passer dans un second moment à faire une lecture didactique. Pour une application pratique de ce résultat, la consigne est déterminer une valeur approchée de la racine carrée d'un nombre par la suite de Newton. Donc, la suite de Newton, c'est la suite de termes général, UN plus 1 égale à 1 sur 2 facteur de UN plus 1 sur UN avec N appartient à N. Donc, voilà donc le premier résultat. Donc, on va essayer de lire ceci du point de vue didactique. Alors, voilà. Sur le titre « Résultats souvent admis au secondaire », cette séquence propose 2 théorèmes, une rédaction d'une démonstration fausse et une remarque. Alors, le premier résultat qui m'intéresse pour le moment. Alors, le premier résultat présente un théorème de point fixe. Oui, c'est un théorème de point fixe, vu que la limite de la dite suite vérifie l'équation G de L égale à N. C'est un résultat assez familier aux élèves de secondaire. D'ailleurs, c'est plus pratique. On passe tout le temps à se lancer directement une fois qu'on a une suite définie de manière récurrente par l'expression U1 plus 1 égale à Fun, à chercher la solution algébrique de l'équation générale f de x égale à x. Alors, une démonstration de ce théorème de point fixe apparaît toutefois intéressante. Oui, il me semble, parce que c'est un outil très pratique et très puissant pour trouver la limite, qu'on utilise souvent en classe, mais en général, on ne donne pas de démonstration à ce résultat. Ainsi, on peut bien, par un changement de cadre, par exemple le cadre graphique, présenter une deuxième démonstration motivante, et je dis bien motivante, je me réfère à la situation problème motivante, donc
c'est-à-dire on va présenter la démonstration d'une manière ludique, d'une manière en quelque sorte non habituelle, pour avoir la limite de suite comme étant une intersection d'une courbe représentative et une droite. Donc, il y a des constructions qui sont appelées en toile d'araignée ou bien en escalier, révèlent un aspect sémiotique à discuter autour de l'un des grands théorèmes de l'analyse. Donc, c'est un grand théorème, celui-ci de l'analyse, à savoir le théorème de point fixe, mais il y a des messages d'ordre sémiotique. Vu que la limite, c'est l'intersection de la droite avec la courbe représentative, vous pouvez imaginer les points de la suite récurrente. Elle est appelée parfois toile d'araignée ou bien en escalier. Donc, le théorème de point fixe, l'enseignant peut faire discuter le rapport propositionnel relatif aux conditions nécessaires et suffisantes de ce théorème. Donc, en général, c'est aussi l'un des objectifs d'une bonne rédaction de mathématiques, c'est qu'il faut faire attention aux conditions nécessaires et suffisantes parce que, en général, on peut noter dans les classes que il y a toujours ce recours à appliquer directement le résultat, cherchant la limite, et du coup, la réponse, c'est toujours chercher à résoudre l'équation g de x égale à x ou bien f de x égale à x, sans vraiment se lancer dans les détails des conditions nécessaires et suffisantes. Bien évidemment, sur le contrat didactique et en général dans le cadre scolaire, les choses vont bien, c'est-à-dire 95 même % des situations proposées, l'énoncé est gentil, les conditions sont satisfaites et donc le milieu étant propice pour appliquer directement le théorème de point fixe. Mais il me semble qu'il faut chaque fois rappeler et travailler le sens et les conditions depuis les conditions nécessaires et suffisantes. Et je vais vous donner un exemple où ça ne va pas, ça ne marche pas. Donc, par exemple, une fonction peut admettre un point fixe sans que la suite récurrente converge. Voilà, donc ce résultat, je vais quand même le colorier. Voilà. Une fonction peut admettre un point fixe sans que la suite récurrente associée converge. Donc, c'est le cas pour la suite suivante. Donc, je vais donner un cas général. Donc, et je vous rappelle que vous pouvez relire ça à tête reposée une fois que vous avez vu le manuscrit. Alors, pour la suite U0 égale à B, UN plus 1 égale à A moins UN avec AB dans R. Alors, là, pour la construction de cet exemple, on propose de prendre une équation cartésienne d'une droite de vecteurs directeurs non collinéaires à la première bisectrice d'équation x moins y égale à 0. Alors, je vais prendre par exemple la droite x plus y moins a égale à 0 avec a appartient à R, et ce pour avoir une intersection. C'est-à-dire, je vais choisir une droite qui est oblique de façon que je peux avoir toujours un point d'intersection. Ainsi, la valeur de B, de U0, qui est une variable didactique qui influence les valeurs de la suite B, si B égale à 1, alors la suite proposée ne converge pas. Elle prend alternativement, vous pouvez vérifier les valeurs 0 et A. Et donc, il n'a pas de limite. Pourtant, elle admet un point fixe. Alors, dans le même contexte, voilà, donc je vais mettre un point ici. Donc, pour vous rappeler, le résultat le plus important, c'est qu'une fonction peut admettre un point fixe, mais sans que la suite récurrente associée converge. Donc, voilà l'exemple. Il y a même une variable didactique, à savoir la valeur de A et B, qu'on peut l'échanger du fur et à mesure d'avoir un point fixe, et pourtant la suite ne converge pas. Alors, dans le même contexte, par approche sémiotique, une autre variante de ce théorème se forme de phrase s'avère bénéfique au niveau des apprentissages, car elle permet d'éclairer un peu mieux la compréhension de ce résultat mathématique. Donc, je vais
énoncer le théorème de point fixe, mais cette fois-ci en phrase. L'approche étant une approche sémiotique, on espère bien donner un plus pour la construction du sens. Hein. Alors, soit j'ai une fonction continue définie sur un intervalle i, on suppose de plus que l'intervalle i est stable par g. Si la suite récurrente UN converge, c'est nécessairement vers un point fixe de g. Alors, je pense en quelque sorte qu'il y a des messages. Donc, c'est une fonction qui est d'abord continue, et puis le deuxième résultat, l'intervalle étant stable par la fonction g. Et la troisième condition, si la suite elle est convergente, enfin, c'est nécessairement vers un point fixe de g. Donc, et on a dit vers un point fixe parce qu'on va voir ça par la suite qu'une fonction pourrait avoir plus d'un point fixe. Et donc, c'est une autre question de chercher quel est le point fixe pertinent parce qu'on sait que la limite, elle existe, elle est unique. Donc, toujours en relation avec cette phrase, ou bien cette formulation littérale de ce théorème de point fixe. Alors, la séquence nécessairement vers un point fixe donne une idée sur la possibilité qu'il peut y avoir plus d'un point fixe, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, une erreur fréquente secondaire s'impose dans le cas où l'élève se trouve face à plus d'une limite. Alors, pour la suite de Newton, ce qu'on appelait l'application. Alors, pour la suite de Newton, envisager évoquant ainsi un aspect pratique, permet de voir empiriquement comment une suite converge vers une limite. Je vous rappelle par rapport à notre cadre théorique qu'on a souligné l'aspect empirique de l'activité mathématique, c'est-à-dire à comprendre les mathématiques dès que possible à partir de l'expérience. Effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet exemple à travers la suite de Newton, parce que vous pouvez voir qu'il y a une variable didactique qui peut nous répondre à plusieurs questions. Parce que la limite de la suite de Newton dépend, en fait, c'est la donnée initiale est 2, alors la limite est bien racine de 2. Donc, ça va nous permettre, si on trace ceci sur un tableur, à l'aide d'un tableur, on peut bien voir les valeurs de la suite qui commencent par exemple de 2, mais qui tentent à converger vers la limite. Et ceci nous permet d'avoir une valeur approchée de la racine carrée, et ça nous permet plus de visualiser les variations de la suite et les valeurs approchées de ces termes. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Par exemple, si on démarre par 2, dès le troisième terme, la suite de Newton se stabilise autour de la variable 1,41. Oui, c'est important parce qu'on n'a pas trop calculé pour avoir la valeur approchée. À partir de rang 3, on peut bien voir que les valeurs de la suite tournent autour ou bien se stabilisent autour de la valeur 1,41 qui est une valeur approchée de racine carrée de 2. En plus, voilà une variable didactique, c'est le couple U0 limite de la suite qui pourrait soulever d'autres questions. Par exemple, le sens de variation, est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante? On peut bien le voir en comparant U3, U2 et ainsi de suite. Il y a aussi la vitesse de la convergence et, entre parenthèses, cette expression vitesse de convergence, c'est un concept qui est très peu utilisé même dans une activité mathématique, mais je voulais dire par une vitesse de convergence, c'est-à-dire la suite, depuis le troisième terme, on peut avoir la limite. Et vous pouvez imaginer qu'on peut bien voir
les limites, mais après un calcul de 50 ou bien 60 éléments pour avoir une idée de la limite. Bon, il y a peut-être un autre terme, c'est la croissance rapide ou bien la croissance lente vers un point. Ça aussi pourrait éclairer ce que je voulais dire, ce que je veux dire par vitesse de convergence. Alors, le rôle de la condition initiale, c'est aussi important au sens physique parce que c'est un exemple aussi important parce que si on change la valeur initiale, alors la limite change. Et ça, c'est important. Il y a même un sens physique. Vous imaginez une poussée d'un point matériel. Alors la poussée, ça dépend de la force pour avoir quelque chose sur la trajectoire. Voilà donc une discussion didactique à propos de ce premier résultat. Pour le deuxième résultat, je vais revenir à l'énoncé. Donc, je vais revenir à l'énoncé pour le lire. Alors, c'est où la deuxième phrase. Voilà. Alors, pour en fait, ce n'est pas une phrase, j'ai appelé ça résultat. Alors, si UN est compris entre VN et WN, et UN et VN convergent toutes les deux vers un réel L, alors la suite UN, elle converge également vers L. Alors, dans un premier mouvement, c'est le théorème, c'est un critère de convergence, ce qu'on a appelé dans une partie, on appelait ça le théorème de sandwich, un théorème de gendarme aussi, mais on va voir qu'est-ce que j'ai écrit comme commentaire. Oui, voilà. Donc, le résultat 2 est un critère de convergence. Chercher les limites des suites numériques en utilisant ce critère est une tâche habituelle pour les élèves du lycée, pas de problème. Une démonstration par approche formelle de ce critère de convergence est donc souhaitable pour les étudiants. Donc, on reproche, en général, c'est ce qu'on appelait à un moment l'algèbre des limites, c'est qu'en général, on donne des résultats, des propriétés qui s'appliquent directement, mais sans penser, sans faire penser à une démonstration. Donc, c'est pourquoi j'ai proposé ce résultat qui est vraiment très fréquent dans l'utilisation en classe de mathématiques au secondaire. Alors, une démonstration par une approche formelle de ce critère de convergence est souhaitable pour les élèves. L'idée se base sur la proposition suivante, soit UN et VN de suite réelles convergentes pour N appartient à N, si UN est inférieur à N, alors les limites sont respectivement, ils gardent le même ordre, et une proposition dont la démonstration se fait par contraposition en deux lignes. Donc, vous voyez, même si le contrat didactique, même si les orientations pédagogiques n'encouragent pas une telle démonstration, mais on peut bien, en tant qu'enseignant réflexif, penser à faire ces démonstrations parce que même ça ne va même pas prendre de ligne. Comment regarder? Supposons que la limite UN est strictement à la limite Vn. Alors, on peut prendre ce réel L qui égale la limite de UN moins Vn. Donc, pour n assez grand, UN moins Vn, il appartient à un intervalle L3L, d'où UN moins Vn strictement positif. Et à noter que la comparaison UN inférieure à n soit satisfaite à partir d'un certain ordre. Donc, voilà la contradiction en deux lignes. Donc, si on suppose que la limite de UN est strictement supérieure à Vn, on va trouver que UN est strictement supérieur à Vn, ce qui contredit le fait que UN est inférieur ou égal à Vn, et donc c'est fini. Donc, si UN est inférieur à 1, alors la limite de UN est également inférieure à Vn. Une autre remarque, c'est que UN inférieur à UN, il suffit qu'il soit vrai à partir d'un certain rang, c'est ce qu'on a vu dans une phrase dans la partie précédente. Alors, cet aspect formel, c'est-à-dire on a commencé par travailler par seulement les symboles pour trouver et les mis, donc l'aspect formel et les mis en jeu dans ce dernier exemple. L'enseignant pourrait évoquer quelques paramètres de démonstration, par exemple le choix de la valeur de epsilon, L sur 3.
hein, la limite sur 3, et le choix de rang max de N1 et N2, c'est-à-dire quand vous écrivez la limite de N égale à L, alors c'est quel que soit, il existe un N1. Donc, vous pouvez combiner ceci avec la véracité de l'inégalité à partir d'un certain. Donc, je vais passer au résultat 3. Ah, voilà. Alors, pour le résultat 3, on va voir, je pense, le raisonnement par récurrence, c'est-à-dire un raisonnement fréquemment utilisé et d'ailleurs fondamental dans ce chapitre, mais on va voir une démonstration un peu erronée, hein, et on va aborder une erreur aussi fréquente pour l'utilisation de ce mode de raisonnement. Donc, on propose de démontrer le résultat suivant par récurrence. Si dans une boîte, il se trouve N boules de couleur dont au moins une est verte, alors ces N boules sont vertes. Bah, écoutez bien, je vais le relire. Si dans une boîte, il se trouve N boules de couleur dont au moins une verte, ces N boules sont vertes. Alors, la consigne ou bien la question, que pensez-vous de la démonstration suivante? Alors, d'abord, l'énoncé est erroné. C'est tout à fait logique parce que ce n'est pas la donnée d'une boîte qui contient une boule, ils ont forcément la même couleur. Mais quand même, regardez, on va exhiber une démonstration qui apparaît logique. Donc, on va respecter les 3 étapes classiques de la démonstration par récurrence, à savoir l'initialisation, puis l'hérédité et enfin le bilan. Alors, pour l'initialisation, P1, donc on va noter quoi le Pn? Voilà, l'énoncé d'abord. On va noter Pn, l'énoncé suivant. Si dans une boîte, il se trouve N boules de couleur dont au moins une verte, alors ces N boules sont vertes. Donc, je répète l'énoncé Pn. Si dans une boîte, il se trouve N boules de couleur dont au moins une verte, alors ces N boules sont vertes. Alors, pour l'initialisation, P1 est vrai, oui, parce que la boîte contient une boule verte, donc P1 est vrai car une boule est de la même couleur qu'elle-même, donc il n'y a rien à démontrer. L'hérédité. Alors pour l'hérédité, on va supposer bien évidemment que Pn est vrai et on va considérer une boîte avec n plus 1 boules dont une est verte. Donc on tire une boule B qui n'est pas verte. Hein. Alors, la boîte contient maintenant N boules, dont au moins est une boule verte. Et par suite, donc, d'après l'hypothèse de récurrence, toutes les boules sont vertes par hypothèse de récurrence. Maintenant, on va tirer une boule verte et reposer le B, c'est-à-dire la boule. On se trouve avec une boîte à N boules, puisque N supérieur à 2, il existe une deuxième boule verte qui n'est ni B ni V, et qu'on n'a pas retiré de la boîte. Alors, la boîte contient toujours une boule verte et donc, d'après l'hypothèse de récurrence, les autres boules sont vertes. Donc, la boule retirée est verte. Donc, la boîte à N plus 1 boule ne contient que des boules vertes. Donc, j'espère bien que vous avez décelé les enjeux de cette démonstration. Je sais bien que ce n'est pas facile à l'oral de déceler les enjeux, mais parce qu'à l'écrit, ça passe bien, donc vous pouvez prendre votre réflexion, mais je vais passer à l'étude, à l'analyse didactique de cette démonstration. Alors, en effet, il faut bien, le résultat 3 présente une rupture étonnante. Et le mot étonnante ici, ça va nous rappeler notre situation problème étonnante. Donc, c'est un résultat étonnant parce que dire que chaque boîte qui contient une boule dans une verte est toujours c'est un résultat étonnant. C'est un résultat étonnant parce que si on a présenté une démonstration qui va déclencher un conflit cognitif entre quelque chose qui n'est pas logique et d'un côté, de l'autre côté, une démonstration soigneusement élaborée qui respecte les étapes de raisonnement par réponse.
Alors, l'objectif est de créer un conflit cognitif chez l'élève, et ce par remédier à une erreur relative à l'écriture de l'hypothèse de récurrence. En effet, il faut bien considérer que Pn est vrai pour un entier n et non pas pour tous les entiers n. Voilà donc une première erreur classique dans l'application de notre théorème de récurrence. Les élèves en général écrivent quel que soit n appartient à n, montrant que Pn implique Pn plus 1. Donc, il n'y a rien à démontrer. Si on montre que le résultat il est déjà vrai pour tout n, alors bien évidemment, il est vrai pour n plus 1, pour n plus 2, pour n plus 3. Donc, c'est ça l'idée. En effet, on se donne un entier n fixe, mais quelconque, supérieur ou égal à la valeur initiale n0. Grâce à la phrase soit n supérieur à n0, on suppose que la propriété vraie au rang n et sous l'hypothèse, on la démontre au rang suivant n plus 1. Donc, c'est un passage qui mérite, me semble-t-il, une relecture, donc, et que l'enseignant devrait prendre en considération la clarté et souligner cette erreur et cette pratique erronée de la démonstration par récurrence, c'est que lors de travail par l'hypothèse de récurrence, il faut être vigilant dans l'écriture, c'est que il ne faut pas écrire quel que soit n appartient à n, mais on se donne un n qui est fixe, mais attention, qui est quelconque. Et malheureusement, dans la majorité des manuels scolaires, même chez l'ensemble d'un grand nombre d'enseignants, ils ne prêtent pas une attention à ce passage. En effet, souvent l'élève de secondaire ne fait pas attention si Pn est démontré pour tout n, alors dans ce cas, on admet la propriété qu'il faut démontrer, tout simplement. La propriété Pn est vraie, alors la propriété Pn plus 1 est également vraie. Donc, souvent dans les manuels scolaires, la quantification est universelle de l'hérédité est écrite dans des expressions floues, telles qu'on suppose qu'Opn est vrai pour Un, pour pour un n quelconque, ou bien vrai au rang K, ou bien vrai pour un certain n. Donc, ce sont les formulations qui sont écrites dans les manuels scolaires, mais ils ne sont pas vraiment précis. Par ailleurs, pour la situation proposée, alors l'hérédité a été démontrée pour n supérieur à égal à 2, et non pas pour n supérieur à 1. Pour n supérieur à 1, dans le cas d'une boîte contenant 2 boules, dont au moins une verte, si on tire une boule, la seule B qui n'est pas verte, alors la boîte ne contient que V, qui est bien une boule verte. Maintenant, en tirant V et reposer B, alors la boîte ne contient que la boule B, mais rien ne dit ce qui est que c'est une boule verte. Voilà donc la démonstration, et ça me vient à l'esprit un autre exemple. Je pense que c'est la comparaison de 2 à la puissance n et n carré. Vous pouvez que cette propriété elle est valable pour n égale à 1, mais je ne pense pas qu'il est valable pour 2, 3 et même 4, mais à partir de ça qu'il est valable. Donc, vous pouvez chercher sur cette comparaison pour voir que, attention, il n'y a pas cette continuité, c'est la propriété vraie pour un certain n, alors elle est prête pour le rang qui le suit, ainsi de suite. Donc, il faut bien trouver le rang pour avoir cette continuité où la propriété est vraie. Donc, il est impossible dans ce cas de procéder par induction, puis affirmer que toutes les boules sont vertes. Alors, pour une ouverture sur d'autres outils de raisonnement, on peut passer de la récurrence faible à la récurrence forte, ou encore à la récurrence faible d'ordre 2. Donc, au secondaire, il n'y a pas vraiment cette classification de récurrence forte ou bien de récurrence double, sauf peut-être pour quelques séries, on travaille implicitement ce type de raisonnement, mais en général, on travaille avec la récurrence faible.
Maintenant, je vais voir le résultat numéro 4. Je vais l'énoncer. Et donc, voilà, elle est bon de représenter une suite, pas tant comme une application, mais plutôt comme une succession de termes venant l'un après l'autre. U0, U1, U2, et ainsi de suite. Je répète, elle est bon de représenter une suite, pas tant comme une application, mais plutôt comme une succession de termes venant l'un après l'autre. Alors, le résultat 4, reprenons en d'autres termes la phrase 1 de la partie 1, alors donne une conception naturelle d'un arrangement des termes d'une suite, ce qui est suggéré chez l'élève par le partage d'identité naturelle entre pair et impair. Par conséquent, cela nous donne à croire que CUN et DUN, alors UN convergent. Ce qui est faux, exemple, UN égale moins 1 à la puissance n. Oui, donc il y a toujours cette idée naturelle, qui est naturelle, tout à fait naturelle, c'est-à-dire le fait qu'on fait un arrangement de termes d'une suite. Donc on peut avoir cette classification de nombres pairs et nombres impairs. Donc par conséquent, on va donner l'idée que si la suite UN et la suite U du N plus 1 convergent, alors UN est aussi converge, ce qui est faux, par exemple, en donnant l'exemple classique, moins 1 à la puissance N, vous voyez que U du N, elle est convergente, U du N plus 1, elle est également convergente, mais UN n'est pas convergente. Alors, dans l'application envisagée, donc peut-être un cas d'exemple, voilà, c'est une application, voilà, c'est une application, soit UN une suite réelle, montrer que c'est les suites extraites U du N, UN, U du N plus 1 et U3N convergent, alors la suite UN converge. Non, je pense que c'est mal écrit, hein? Non, c'est... Mais voilà, on va le lire, on va lire. Donc, dans l'application, bon, je vous rappelle qu'il s'agit d'un manuscrit qui est en cours de relecture chez le journal bulletin de l'Association mathématique de Québec, c'est ça, et dont j'attends toujours la publication. Donc, ce manuscrit peut être une des versions. Alors, dans l'application envisagée, on se base sur le résultat déjà discuté sur l'unicité de la limite appliquée d'une part à la suite U6N, U indice 6N, qui est une suite extraite de U du N, mais aussi de U3N. Et d'autre part, la suite U6N plus 3, qui est une suite extraite de U du N plus 1, mais aussi de 3N. Alors, je vous rappelle maintenant le résultat. Bon, si la suite U du N plus 1 et U3N convergent, alors la suite UN est convergente. Suite UN est convergente, voilà, si U du N plus 1 et U3N. Alors, on a vu pour le contre-exemple qu'il ne se fait pas d'avoir la suite U du N plus 1 qui est convergente pour conclure sur la convergence de la suite UN. On a exhibé l'exemple de la suite UN égale à moins 1. Voilà, donc la démonstration elle est là. Par suite, on a des suites des termes pairs U6N et U indice 6N plus 3 convergent vers la même limite, ce qui permet de conclure. Alors, cette dichotomie, cette subdivision, est une variable didactique qui ouvre sur la possibilité de dépasser la répartition classique de l'ensemble N entre du N et du N plus 1. On peut bien également faire une répartition de l'ensemble N depuis 3N, 3N plus 1, 3N plus 2, et même 4N, 4N plus 1, 4N plus 2, 4N plus 3, et même 6N, 6N plus 1, et ainsi de suite, jusqu'à 6N plus 5. Donc, il n'y a pas que cette répartition classique de l'ensemble N entre une partie paire et une partie impaire, mais il y a une infinité de répartitions. Et voilà donc l'explication de la chose. Donc, voilà pour cette
partie, on a proposé voilà, 4 résultats sur le titre. Quelques résultats se vont admis au secondaire, oui, parce que l'ensemble de ces résultats ne sont pas, bon, n'impliquent, ne favorisent pas la démonstration d'après les orientations pédagogiques, hein, mais on pourrait, avec un enseignant réflexif, disons, de penser, de pousser à faire des démonstrations de tels résultats. Alors, voilà pour cette vidéo. Donc, la séance prochaine, on va passer à la dernière partie de notre situation problème rationnel et on va voir des problèmes ouverts et on va pousser un peu plus vers l'abstraction, vers le formalisme. Donc, d'ici là, merci de votre attention, prenez soin de vous et à la prochaine.